Ok. Nous sommes dans une société où un jour, quelqu'un a décidé que les hommes doivent avoir tel rôle, les femmes doivent avoir tel rôle. Et lorsqu'à un moment donné, un individu, qui soit de sexe masculin ou féminin, ne rentre pas forcément dans les cases, ben on exerce sur cette personne un certain nombre de violences. Alors, la réalité, en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes dans le monde professionnel, c'est que les cas existent. Les cas existent, nous en recevons. Mais en termes de dénonciation, il y a encore beaucoup de bugs. Pourquoi est-il encore si difficile pour les victimes de se prononcer sur ces réalités-là, de dénoncer? C'est tout simplement parce que quand on est victime de violence, la première des choses à laquelle on pense, c'est ma faute. Human First BJ est un média dédié à la transformation du monde du travail au Bénin et en Afrique. À travers des podcasts et des conversations avec des dirigeants, professionnels RH, experts et talents engagés, nous explorons les évolutions profondes des organisations et des pratiques managériales. Notre approche met en lumière les leviers qui permettent aux entreprises de concilier performance économique, bien-être des collaborateurs et impact social. Nos thématiques, qualité de vie au travail, diversité et inclusion, engagement social des entreprises. Notre ambition, contribuer à une nouvelle vision de l'entreprise en Afrique, plus humaine, plus responsable, plus performante. Plus de 9291 plaintes ont été reçues depuis la création de l'Institut national de la femme à la date du 31 mars 2026. Parmi ces plaintes, actuellement, plus de 2300 dossiers sont devant les tribunaux et plus de 1200 cas ont été déjà traités. Créé par décret en 2021, puis définitivement consolidé par le décret de 2023 portant création et approbation des statuts révisés de l'Institut national de la femme, cette nouvelle personne morale agit pour la promotion de la femme. Concrètement, elle promeut la femme au plan politique, économique, social, juridique, culturel, tant en milieu public que privé, et lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, nous recevons sur Human First, votre podcast, Madame Flore Dino, qui est la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Et ensemble, nous allons débattre des violences sexistes et sexuelles en milieu de travail. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. C'est moi. Ok. Déjà, nous sommes ici sur Human First, un podcast qui se veut concentré en milieu de travail pour les questions qui touchent aux employés notamment. Et c'est la raison pour laquelle nous vous appelons aujourd'hui pour discuter des violences sexistes et sexuelles en milieu de travail surtout. Et la première question que j'aimerais vous poser est de savoir qu'est-ce que l'Institut national de la femme? Merci pour l'opportunité qui est donnée à l'Institut national de la femme de pouvoir s'exprimer sur les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel. Alors, l'Institut national de la femme est le bras opérationnel, je vais dire. C'est l'institut que l'État a mis en place, a créé en juillet 2021, avec pour mission la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et de la fille, et la promotion du leadership féminin. D'accord. Et quand on parle de promotion du leadership féminin, tout de suite on pense au volet politique. Mais il n'y a pas que le volet politique, il y a le volet culturel, il y a le volet social, il y a le volet économique aussi, parce qu'on ne peut pas, dans un État comme celui du Bénin, penser que les femmes seront autonomes sur le plan économique et sur le plan social, alors qu'elles n'ont aucune autonomie psychologique. Cette autonomie psychologique-là, c'est celle-là qui va faire comprendre à une femme qu'elle a de la valeur, qu'elle doit travailler son estime d'elle-même, qu'elle doit travailler sa confiance en elle et qu'elle doit avoir la capacité de pouvoir dire oui ou non à certaines choses. Donc, notre rôle à nous, c'est de prévenir, mais plus de lutter. Nous sommes dans la répression. Parce que l'État nous a donné un mandat juridique et judiciaire. Tout à fait. Donc, c'est ce qui fait vraiment la particularité de l'Institut national de la femme parmi les autres acteurs de la chaîne de prise en charge. Et quand on parle de violences sexuelles et sexistes, ce ne sont pas des violences qui sont éloignées, en fait, de ce qu'on voit au quotidien. Il faut dire que dans le quotidien, vous avez une panoplie de violences. Je démarre par les violences physiques, les coups et blessures volontaires, les gifles, les paires de gifles. Vous avez les violences économiques qui sont moins visibles, mais qui sont beaucoup plus impactantes parce que là, il n'y a pas forcément de traces sur le corps,
Mais vous voyez déjà l'impact psychologique, en fait, sur la victime. Vous avez les violences sexuelles. Là aussi, il y a toute une panoplie de violences à l'intérieur des violences sexuelles. Vous avez les questions de mariage précoce et de mariage forcé qui existent encore dans notre pays, des questions de mutilation génitale qui existent encore. Donc, c'est tout un ensemble de violences qui sont des violences dites violences basées sur le genre, parce que ce sont des violences qui vous arrivent parce que vous ne correspondez pas forcément à ce que la société veut que vous soyez. Okay. Nous sommes dans une société où un jour, quelqu'un a décidé que les hommes doivent avoir tel rôle, les femmes doivent avoir tel rôle. Et lorsqu'à un moment donné, un individu qui soit de sexe masculin ou féminin ne rentre pas forcément dans les cases, ben on exerce sur cette personne un certain nombre de violences. Et dans les violences basées sur le genre, il y a une catégorie spécifique de violences exercées sur les femmes qu'on appelle les VFF, donc violences faites aux femmes et aux filles. Donc il y a une catégorie spécifique. Donc il faut vraiment faire le distinguo. Il était important pour moi de mettre voilà, ce distinguo-là, de dire ce que c'est que les violences basées sur le genre, de dire ce que c'est que les violences faites aux femmes et aux filles. Et maintenant, quand on arrive dans le cadre professionnel, on peut avoir les violences sexuelles et sexistes. Et on va certainement y revenir. Oui. Donc, voilà un peu ce que c'est que l'Institut national de la femme, ce que nous faisons, et voilà. OK. À ce jour, vous avez déjà reçu plus de 9291 plaintes. Oui. C'est la statistique à la date du 31 mars sur le site officiel de l'Institut. Est-ce que vous avez une idée des types de violences qui sont dénoncées par les personnes qui appellent? Oui, il y a une large panoplie de violences. Et quand je regarde un peu les statistiques, les violences qui viennent en tête de liste, ce sont les violences physiques, donc coups et blessures volontaires, les injures, enfin les gifles, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique de la personne, de la femme. Donc il y a les violences physiques. Viennent en deuxième catégorie les violences psychologiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais un seul type de violence. Il n'y a jamais un seul type de violence. Je prends un exemple. Une femme qui est battue, avant d'être battue, c'est qu'elle a subi déjà des violences psychologiques. La torture psychologique. Tu ne vaux rien, qui va te prendre en mariage, tu ne sais à rien dans l'entreprise. Donc avant même qu'on porte atteinte à son intégrité physique, c'est qu'il y a déjà une violence psychologique, une violence morale. C'est pour ça que quand vous avez un cas de violence devant vous, il n'y a jamais une seule violence. La violence sexuelle, avant d'arriver à la violence sexuelle, quand elle a dit non, on commence à exercer sur elle une certaine pression, qui est de la violence psychologique. Oui. Donc, il y a toujours un mélange, en fait. Donc, la violence qui vient en tête de liste, c'est la violence psychologique, suivie de la violence physique, suivie de la violence psychologique. Et en troisième position, quand vous ajoutez, quand vous mettez ensemble toutes les catégories, toutes les formes de violence sexuelle, donc viol, atteinte sexuelle, harcèlement sexuel, vous arrivez à la troisième position en termes de hiérarchisation. Mais il y a des mois où les violences sexuelles sont en tête de liste. Il y a des moments où les violences sexuelles sont en tête de liste. Ensuite, vous avez maintenant les questions de droits successoraux. Ce sont des questions qu'on règle aussi, puisque dans notre pays, la femme a le droit à l'héritage. Mais il y a certaines régions encore du pays où ça ne se conçoit pas qu'une femme puisse hériter la terre. Donc viennent ensuite les questions de droits successoraux, les violences patrimoniales. Il y a aussi une forme qu'on appelle la violence économique. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette violence-là? C'est lorsque, par exemple, je prends une femme X qui a appris un métier ou qui a un certain diplôme, mais tout simplement parce qu'elle veut aller en mariage, on lui demande de ne pas exercer un emploi, de ne pas travailler. Il y a encore aujourd'hui, en 2023, des hommes qui interdisent à leur épouse de travailler, malheureusement. Ou elle a son emploi, mais quand elle a son revenu à la fin de la semaine ou à la fin du mois, elle doit reverser tous ces revenus-là à son époux, à son conjoint. Et il y a des régions dans notre pays où c'est même culturel, en fait, de le faire. Et le monsieur, il utilise cet argent-là pour prendre une deuxième, une troisième, une quatrième épouse.
Ok. Donc voilà un peu les différentes formes de violence qu'il y a. Lorsqu'on prend en compte les plaintes que vous recevez, Voilà. d'accord. À Human First, nous essayons un peu de nous concentrer sur le milieu professionnel, comme je le disais et tout. Et donc, parlant de VSS en milieu professionnel, quelles sont les réalités et tout que vous constatez? Alors, la réalité, en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes dans le monde professionnel, c'est que les cas existent. Les cas existent. Nous en recevons. Mais en termes de dénonciation, il y a encore beaucoup de bugs quand on parle de dénonciation, tout simplement parce que, il y a la peur de perdre son travail. D'accord. Il y a la peur déjà d'être stigmatisé dans l'entreprise. Vous voyez, d'être stigmatisé. Même pour nous qui sommes dans le monde de la lutte, je ne peux pas vous dire à quel point moi je suis stigmatisée, par exemple. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, c'est la réalité des faits. Ces violences existent, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le monde estudiantin, donc dans les universités. Ce sont des réalités qui existent malheureusement. Comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit sous la forme d'harcèlement sexuel, de propos humiliants, où par exemple on va venir cataloguer ou porter un jugement sur l'aspect physique d'une dame, peut-être parce qu'elle a une forte poitrine ou parce que généralement, tout simplement parce que Dieu l'a dotée de formes généreuses. On va venir critiquer, l'humilier et malheureusement, ce sont des propos qui sont tellement banalisés que lorsque elle-même n'est pas consciente, elle va penser que c'est une blague. Mais ce n'est pas parce que c'est une blague que ça démord, que ce n'est pas une violence en fait. Tout à fait. Donc voilà un peu comment voilà un peu comment ça se passe en milieu professionnel. J'aime bien la fin de votre réponse. Vous dites que elle peut prendre ça comme une blague, alors qu'en réalité, elle subit déjà indirectement une certaine forme de violence et tout. Nous allons parler en fait de tests, et c'est la question suivante, d'instruments juridiques. Au Bénin, il y a le test de loi, la loi de 2006 qui lutte portant répression de harcèlement sexuel, et puis la loi de 2011 qui protège des femmes et tout, répression de violences faites aux femmes. Mais de façon concrète comme ça, un test de loi qui réprime les infractions au milieu professionnel au Bénin, je pense qu'il en manque. Et tout, il en manque. Je ne sais pas si à votre niveau, vous faites vous avez fait la même veille juridique pour constater cette faille-là. Le travail de l'Institut national de la femme se base sur ce que nous appelons un trio de lois. 3 lois qui ont été votées en 2021. Vous avez la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes. Et cette loi est venue criminaliser la violence qu'est le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, dans notre pays, le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction. Dans notre pays aujourd'hui, il est interdit une relation amoureuse entre un supérieur hiérarchique et son collaborateur ou sa collaboratrice. Il est interdit une relation amoureuse entre un enseignant, entre un professeur et son étudiant ou son étudiant. Voilà. Donc, nous, c'est cette loi-là que nous utilisons, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes. Elle a été votée en 2021. Mais avant, celle-là, il y avait la loi de 2012 qui a vraiment catégorisé les violences. C'est vrai que ces violences n'avaient pas forcément le caractère pénal. Et c'est ce qui est venu régulariser la loi de 2021. Donc, à l'état actuel des choses, il n'y a pas un test de loi qui réprime les VSS dans le milieu professionnel. Non, mais il y a la loi de 2021 là, qui fait très bien le travail. D'accord. Parce que quand vous prenez le harcèlement sexuel, c'est clairement défini dans cette loi-là. Les peines associées sont clairement définies. Quand vous prenez les violences physiques aussi, comme je vous ai dit, c'est un mélange, cocktail. C'est un assemblage. Donc, vous n'allez pas voir une femme qui est victime d'un harcèlement sexuel et qui n'a pas été à la base victime de violences psychologiques. Et tout ça est bien stipulé dans la loi portant répression des infractions commises à raison du sexe des personnes en République du Bénin. D'accord. À travers les dossiers traités par l'INF, et comment dire, est-ce que les violences en milieu professionnel sont... Comment est-ce qu'elles se manifestent? Vous avez parlé tout à l'heure de harcèlement, vous avez parlé tout à l'heure de violence psychologique, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'actes, de propos
d'accord, de gestes, de messages, d'accord, qui sont des réalités en milieu professionnel, d'accord, et qui sont dénoncées, par exemple, par les tout femmes. à fait. En dehors du harcèlement sexuel, vous avez les propos humiliants, j'en ai parlé. Vous avez des propos qui visent à porter atteinte à la personne en face de vous. OK? Vous avez des propos injurieux et vous avez tout autre acte, en fait, qui vont amener la personne à ne plus se sentir en sécurité au sein de l'entreprise. Elle vient au boulot, mais elle a déjà cette boule au ventre. Que quand je vais arriver, mon supérieur ou tel collègue ou telle autre personne va dire si, ou elle est objet de raillerie dans l'entreprise parce que Dieu l'a dotée de formes généreuses, comme j'en ai parlé. Donc, c'est tout cet assemblage-là qui forme les violences sexuelles. Et ce sont les manifestations. La forme la plus grave, c'est la forme du harcèlement sexuel parce que c'est une infraction. D'accord. Et c'est clair et net dans la loi que c'est une infraction. D'accord. Pourquoi est-il encore si difficile pour les victimes de se prononcer sur ces réalités-là, de dénoncer? C'est tout simplement parce que quand on est victime de violence, la première des choses à laquelle on pense, c'est ma faute. C'est à ça qu'on pense tout de suite. C'est à ça que la victime va penser. Que si je suis violée, c'est ma faute. C'est parce que j'étais habillée en mini, c'est parce que j'ai porté une jupe mini. Et moi, je me demande toujours, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la tenue qui a été violée et toi qui as été violée? En réalité, lorsqu'on est victime d'agression, ce n'est jamais la faute de la victime. Mais dans la tête des gens, dans la tête des victimes, c'est parce que c'est leur faute. Donc, il y a déjà cette culpabilité-là. Elles se sont déjà coupables. Ça m'est arrivé parce que je suis claire de peau. Ça m'est arrivé parce que j'ai des formes généreuses. Ça m'est arrivé parce que je suis trop belle. Ça m'est arrivé parce que. Alors que non. Donc, c'est la première des raisons. Elles se sont déjà coupables. La deuxième raison, elle a peur de perdre son boulot. Bien qu'elle soit harcelée, bien qu'elle ne se sente pas très à l'aise dans cet environnement-là, elle a peur de perdre son boulot. C'est ce qui lui apporte le gagne-pain à la fin de chaque mois. Si elle dénonce, qu'est-ce qui va se passer pour elle dans l'entreprise? On saura que c'est elle. Donc, je parle de toutes les questions en fait qui surgissent dans la tête d'une potentielle victime. Elle n'est plus en sécurité. Voilà, elle se dit qu'est-ce qui va m'arriver si je dénonce? Donc la peur, la stigmatisation. On saura dans l'entreprise que c'est moi qui ai parlé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Elle pense à tout ça et puis elle se dit bon, autant que je supporte. Peut-être que j'ai besoin de ce revenu-là pour les 6 prochains mois. Donc peut-être autant que je supporte. Mais moi, mon message, c'est qu'il ne faut jamais supporter. Parce que à partir du moment où vous taisez sur un fait de violence, vous laissez le libre cours, en fait. Vous donnez tous les droits à votre agresseur de continuer aussi longtemps qu'il le veut. Mais dès que ça commence et que vous mettez un haut là, il comprend que celle-ci, elle connaît ses droits. Je ne peux donc pas y aller avec elle comme je pourrais y aller avec n'importe quelle autre victime. Vous avez déjà eu des cas comme ça que vous avez accompagnés? Absolument. Des cas où c'était même les présidents des conseils d'administration. Vous voyez le niveau. Voilà. Oui. Quand vous êtes en entreprise, c'est le président du conseil d'administration qui vous harcèle, c'est compliqué. Vous pensez que c'est compliqué. Mais lorsque vous venez à l'Institut national de la femme, nous savons comment prendre en charge ce cas-là pour que il y ait pas, pour que vous en sortiez totalement gagnant, en fait. Si les faits sont établis, parce qu'il faut que les faits soient établis. OK, il faut que les faits soient établis. Et quand les faits sont établis, la loi frappe. D'accord. Et ce qui est de la sécurité, elle est garantie à la victime? Elle est garantie à la victime sur tout le parcours de l'enquête, par exemple. Parce qu'il peut y avoir des dénonciations anonymes. Okay. Je prends le cas d'une entreprise X dans laquelle vous travaillez, par exemple, et une dame vient se confier à vous. « Ah, mais tu sais, je suis victime de tel et tel et tel. » Vous lui dites, mais il faut que tu dénonces, il faut que tu en parles. Il faut que tu parles à des professionnels qui vont pouvoir t'écouter, qui vont pouvoir t'orienter, qui vont te dire ce que tu dois faire. Elle dit, non, je ne veux pas vraiment en parler, j'ai peur de perdre mon emploi. Et vous dites, OK, moi, je vais dénoncer. OK, mais vous devenez un dénonciateur anonyme. Et vous nous mettez la puce à l'oreille par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Et nous jouons le reste, nous faisons le reste, en fait. Okay. Pour cette
type de victime, Oui. quelles peuvent être les conséquences directes déjà du fait comment on appelle, des violences subies? Oui. En fait, la première violence, la première conséquence, c'est qu'elle, sans même le savoir, elle vit une dépression. J'ai parlé tout à l'heure de cette boule au ventre là. Quand vous allez en entreprise, vous savez ce que c'est, vous devez aller travailler. Surtout quand on se rend compte qu'on passe plus de temps en entreprise que chez soi. On passe plus de temps au boulot que chez soi à la maison. Mais vous y allez, vous avez déjà cette peur au ventre que le supérieur va venir vous mettre la main sur le corps, va passer derrière votre dos. Enfin, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, il y a déjà cette peur au ventre. Il y a déjà cette pression. Elle est sous pression. OK? Il y a qu'elle va vivre une dépression sans même le savoir qu'elle est en train de vivre une dépression. Et le rendement, tout de suite, va chuter. Son rendement va chuter. Parce que si vous êtes en entreprise et que vous n'êtes pas à votre aise, si vous ne pouvez pas rendre le travail correctement, il va avoir une chute au niveau de la performance. Et la conséquence immédiate pour l'entreprise, c'est que oui, tout de suite aussi, il y aura une baisse de compétitivité, de productivité pour cette entreprise-là. Mais sur la victime, c'est l'impact psychologique. D'accord. L'impact psychologique de savoir qu'il y a cette emprise-là sur moi, je ne sais pas forcément comment faire. Ouais. C'est un peu comme quand vous êtes étudiante et que vous êtes harcelé par un membre de l'administration, vous êtes harcelé par un professeur. Vous n'êtes plus vous-même. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est ne pas venir au cours. Okay. Et elle aura la même sensation, elle n'aura aucune envie de venir travailler. L'Institut national de la femme ne fait pas que de la répression. Mm-hmm. Déjà, vous participez à l'élaboration des politiques, des stratégies et tout dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Également, vous réfléchissez et tout, vous proposez des solutions. Ce que vous faites également, c'est que vous proposez des numéros verts, d'accord? Oui, nous avons un numéro vert qui est le 114, oui. qui est totalement gratuit. Oui. Okay? C'est un numéro gratuit. Peu importe le réseau de téléphonie que vous avez, vous composez le 114. D'accord. Nous avons un autre numéro qui est le numéro d'alerte, qui est un numéro d'alerte téléphone, mais aussi un numéro d'alerte WhatsApp. Okay. Parce que nous chérissons beaucoup les preuves numériques à l'Institut national de la femme. Donc, des photos, des vidéos, même des audios. Vous savez, il y a des personnes, oui, je vais détruire ta vie, mais c'est dit dans un audio. Lui l'a dit dans un audio, il ne sait pas. OK? Mais ça constitue déjà une preuve, en fait. Donc, le 114, peu importe le réseau de téléphonie, c'est totalement gratuit. Et le 01 51 07 88 88, c'est le numéro d'alerte de l'Institut. Donc, excepté ces voies de recours, est-ce qu'il y a d'autres voies de recours pour vous joindre directement? Oui, les personnes peuvent déposer une plainte adressée à la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Les personnes peuvent se déplacer aussi. Le siège national de l'Institut est au carrefour de la direction générale de la SONEB, sur le tronçon qui mène à la présidence de la République. L'immeuble est à 3 niveaux dans le feu. Donc, il peut avoir visite à l'Institut. Et d'ailleurs, même lorsque les personnes arrivent, elles sont prises en charge immédiatement. Elles parlent déjà à une réceptionniste qui ouvre le dossier, qui comprend déjà de façon sommaire de quoi la victime a besoin, en fait, quel est son problème. Et ensuite, elle sera prise en charge par soit une psychologue clinicienne, soit une assistante sociale, pour aller un peu plus en profondeur sur ses besoins. Et si le problème qu'elle amène est une infraction, donc un viol, une atteinte sexuelle, un harcèlement sexuel, des questions de mariage précoce, de mariage forcé, des questions de mutilation génitale, des questions de coups et blessures volontaires, toutes ces violences que je viens de citer ont un caractère pénal. Donc, parce qu'il y a infraction, il y a un deuxième pôle, qui est le pôle des affaires juridiques, qui va prendre en charge également la victime. Donc, de façon simultanée, pendant que le pôle assistance aux victimes, où il y a les psychologues, les assistantes sociales, seront en train de prendre en charge la victime, le pôle juridique aussi, en fonction de la nature de la plainte, le pôle juridique aussi va prendre immédiatement en charge la victime. D'accord. La question suivante était de savoir en fait comment est-ce que l'Institut national de la femme prend concrètement en charge les victimes. Je pense que nous avons vidé. Comment on prend en charge la victime? Il faut comprendre que à l'Institut national de la femme, nous avons des pôles d'expertise. Alors, nous avons 5 pôles d'expertise. Mais il y a 2 pôles d'expertise qui sont
vraiment à 100% quotidiennement dans la prise en charge des victimes. Il y a le pôle assistance aux victimes. Dans ce pôle, nous avons des psychologues cliniciens, nous avons des assistantes sociales. Et le deuxième pôle, c'est le pôle affaires juridiques. Au niveau du pôle affaires juridiques, nous avons des avocates et nous avons des collaborateurs juristes. Donc la victime, quand elle arrive, elle est prise en charge tout de suite parce qu'il faut l'accueillir, il faut la mettre en sécurité. C'est très important de pouvoir mettre la victime en sécurité, la mettre en sécurité et pour qu'elle puisse être à l'aise de nous parler. Voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je vis depuis quelques temps, soit en famille, soit en entreprise, peu importe. Donc, ce pôle assistance aux victimes est chargé d'accueillir la victime, de la rassurer. C'est pour ça que nous avons des assistantes sociales et des psychologues cliniciennes pour qu'elle puisse être à même de se libérer et de parler. Une fois qu'on a compris de quoi elle a besoin, et là, en fonction de la nature de son dossier, donc en fonction de la nature de son problème, on va voir s'il faut faire intervenir le pôle juridique, des affaires juridiques. Et ce pôle va s'occuper de la rédaction des plaintes, de prodiguer déjà même de simples conseils. Parce que tous les dossiers qui viennent ne sont pas d'ordre pénal. Tous les dossiers qui viennent n'ont pas besoin d'aller au tribunal. La victime peut venir et tout ce dont elle a besoin, c'est d'être conseillée. Donc ce pôle-là, à l'Institut national de la femme, va pouvoir la rassurer, la conseiller. Voilà par rapport à ta problématique, voilà ce que la loi dit. Donc voilà les différentes orientations que tu as. Donc voilà les deux pôles qui s'occupent exclusivement des victimes, le pôle assistance aux victimes et le pôle des affaires juridiques. Les autres pôles ne sont pas très en contact. Le pôle communication et sensibilisation, le pôle administration et finances ne sont pas très en contact quand il s'agit de la prise en charge des victimes. Mais selon la loi, l'Institut national de la femme peut ester en justice, se constituer partie civile et tout. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà eu... Nous le faisons quotidiennement. Vous le faites quotidiennement. Quand on dit ester en justice, se constituer partie civile, c'est tout simplement une façon de dire que l'Institut national de la femme a la possibilité, a le mandat pour se substituer à la victime. Quand vous prenez par exemple une victime qui malheureusement décède sous les coups de son conjoint par exemple, elle n'est plus là pour témoigner. L'Institut national de la femme peut se substituer à elle, se constituer partie civile et aller au procès. Donc, aller au procès, c'est pour ça que si vous suivez un peu les comptes rendus des échos de la Criette, vous verrez, je dis souvent, cette affaire, il y a le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime. Donc, nous sommes aux côtés de la victime et de sa famille du début jusqu'à la fin du processus judiciaire. D'accord. Il y a un élément qui m'intéresse beaucoup au niveau de, et je reviens à la question précédente rapidement, au niveau du pôle conseil. Parce que affaires juridiques? Non, et le fait de conseiller, par exemple, vous avez dit tout à l'heure c'est pas tous les actes, c'est pas qui sont forcément des actes pénaux. D'accord? La victime peut avoir simplement besoin de conseils. Tout à fait. Et j'aimerais bien qu'on fasse un éclaircissement pour que quand même les hommes, d'accord, ne se voient pas comme, je vais dire, d'autres sortes de victimes, en fait. Parce qu'il est trop facile de dire on protège la femme, on protège la femme, on protège la femme. Et que très rapidement, peut-être dans un malentendu, la femme contacte l'Institut justement et je vais dire mettre son mari ou c'est pas son collègue, son collaborateur dans des problèmes. Et c'est pourquoi je voudrais revenir à ce que vous faites, notamment au niveau du conseil, ce type de conseil-là qui ne nécessite pas forcément des procédures d'actions juridiques et judiciaires. Voilà. Oui. Et donc, quelle est votre question? La question est de savoir, par exemple, pour des malentendus, des conjoints dans un couple et qui peut-être vont jusqu'à la main. Comment est-ce que vous faites pour savoir que c'est la femme qui est la victime et que ce n'est pas l'homme qui subit de la part de sa femme? Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut jamais arriver à la violence. D'accord. Parce que, vous savez, dans un excès de colère, vous savez, une paire de gifles mal positionnées, elle va s'écrouler et puis elle meurt. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce cas? Ça, je pose la question à toutes les personnes qui vont nous suivre. Tout à fait. Je ne pas forcément à vous. Merci beaucoup. Mais dans un excès de colère, une paire de gifles mal positionnées et puis elle s'écroule.
et vous pensez que c'est de la blague, mais elle ne respire plus. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la chose à faire, Oui. c'est de ne jamais en venir à une violence physique. Maintenant, dans toutes les relations, il y a des problèmes. Ok. Quand la victime ou le dénonciateur ou la dénonciatrice vient vers nous Oui. et qu'il nous dit, voilà, il y a si. Nous prenons les faits. Nous allons travailler sur la base des faits. OK. Coups et blessures volontaires. Harcèlement sexuel. Les cas de viol. Nous allons travailler sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a des violences sur lesquelles il n'y a pas de négociation à faire. D'accord. Coups et blessures volontaires. Les questions d'harcèlement sexuel. Et ce n'est pas moi, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme, qui le dit. C'est la loi qui le dit. D'accord. Tout ce qui est coups et blessures, harcèlement sexuel, Oui. viol, Oui. atteinte sexuelle, mariage précoce, mariage forcé, la loi les considère comme des infractions. Donc, quand ces cas arrivent vers nous, il n'y a pas de médiation outre mesure à faire. D'accord. Mais un cas, oui, mon mari ne veut pas payer la popote. Ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Ça fait je ne sais pas combien de temps que nous sommes mariés. Oh, il m'a enceinté, il a détalé. Il y a tellement de cas de fuite de responsabilité aujourd'hui. Pour ces choses-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les faits et nous allons inviter la personne en cause. Ok. Nous allons l'inviter à ce qu'elle vienne D'accord. à l'Institut national de la femme et nous allons lui dire, bon, elle dit être enceinte de toi. Elle dit que tu ne payes pas la popote. Elle dit ici, elle dit ici. Voilà ce que la loi demande de faire. Et en tant qu'homme responsable, la loi attend de vous que vous puissiez payer la popote, que vous puissiez prendre en charge la grossesse. C'est aussi simple que ça. Les cas de médiation que nous faisons, on n'en parle pas. Il y a tellement de cas de médiation qu'on fait. Parce que la mission première de l'Institut national de la femme, ce n'est pas de faire des règlements à l'amiable. On fait des règlements à l'amiable pour ce qui peut être réglé de façon amiable, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Mais la mission première de l'Institut national de la femme, vous vous rappelez du cas d'Ekpe? Ouais. Vous vous rappelez du cas d'Ekpe? Oui. En 2026, une femme écartelée, dénudée, brûlée. Oui. Les cas de viol d'enfants, des petites filles qui sont violées. Tout à fait. Dans le cadre de la famille, à l'école. D'accord. OK? À l'école. Oui, tout à fait. Des personnes qui sont violées, des femmes, des filles qui sont violées à la maison, dans le cercle familial, à l'école, des étudiantes qui sont brimées. C'est de ça que nous nous occupons. C'est pour lutter contre toutes les formes de violence, d'agression sur la femme et la fille. Maintenant, comme je le disais, il y a des cas qui n'ont pas besoin d'aller au niveau pénal, qui n'ont pas besoin d'avoir des diligences judiciaires. Là, un simple conseil à la dame, un simple conseil au couple, et ils sortent de là heureux. On retient que l'Institut national de la femme ne fait pas de la médiation à la base. C'est pas notre rôle. C'est pas leur rôle. Et tout, vous voyez les conseillers de couple pour cela et tout. Voilà, tout simplement. Et autre chose, il y a des hommes qui nous saisissent aussi. Oui. Il y a des hommes qui nous saisissent et qui veulent qu'on les aide à pouvoir rétablir les choses. D'accord. Donc, de temps en temps, ce sont des dossiers qui viennent à nous. D'accord. On va faire cette petite phase de digression également. Comment est-ce que vous arrivez à intercepter les actes dans le Haut-Nord, je veux dire, et qui ne soient pas aux alentours de Cotonou? Comment est-ce que l'Institut national de la femme fait? Alors, nous avons mandat national. OK? Et donc, pour pouvoir couvrir le territoire, pour vraiment assurer le maillage territorial, nous avons mis en place des points focaux qui sont des relais de l'Institut. Alors, à date, nous avons déjà nos points focaux dans tous les ministères et institutions de la République. Nous avons nos points focaux dans les universités publiques. Nous avons nos points focaux dans les collèges, lycées et centres de formation professionnelle. OK? Et nous sommes en train de travailler maintenant avec le ministère de l'Enseignement primaire pour avoir nos points focaux au niveau des écoles maternelles et primaires. Normalement, on ne devrait pas aller jusque-là, mais malheureusement, les faits qu'on reçoit nous amènent aussi à avoir des points focaux. Et au niveau des communes, nous avons nos points focaux dans les guichets uniques de protection sociale, qui sont des structures du ministère de la Famille et de l'Action sociale. Donc aujourd'hui, une femme, peu importe où elle est sur le territoire national, dès qu'elle va dans un GUPS, elle a une personne qui travaille dans ce GUPS, qui est généralement un assistant ou une assistante sociale, parce que nos points focaux sont des dames, elles sont toutes des dames, donc qui est assistante sociale et qui a été formée à la manière de l'INF. OK? À la manière de l'INF, parce que nous, notre manière
c'est la célérité. Donc, on travaille avec célérité. On travaille avec les tests de loi. Okay? C'est vraiment de cette façon qu'on travaille, avec célérité. Donc, quand tu es au courant d'un fait de violence, le réflexe tout de suite, c'est de contacter l'Institut national de la femme en tant que point focal pour qu'on prenne en charge rapidement la victime. La prendre en charge sur le plan psychologique, comme j'ai dit, sur le plan juridique, en lui prodiguant des conseils et autres, sur le plan judiciaire aussi, si la violence qu'elle subit a un caractère pénal, et aussi sur le plan médical, puisque nous avons contractualisé avec 38 hôpitaux sur toute l'étendue du territoire. Dans des départements, même, nous avons jusqu'à 3 hôpitaux, okay, qui sont des structures de l'État avec lesquelles nous contractualisons. Et aujourd'hui, quand tu es victime de violence et tu vas dans ces centres-là, tu es prise en charge gratuitement. Donc, cet apport-là vient compléter ce que le gouvernement fait déjà avec le ministère de la Santé. Donc, voilà. Donc, ce sont nos relais sur le terrain qui nous remontent les informations. Sans oublier aussi que nous avons des psychologues dans les départements. Aujourd'hui, une femme qui se fait violenter à Banté, à Tukuntuna, à Kandi, peu importe, n'a pas besoin de descendre à Cotonou. Pas du tout. Elle n'a pas besoin de descendre à Cotonou. Soit elle utilise le 114 ou le 01 51 07. Dès que nous avons la plainte, nous savons où elle est. Ah, elle est dans tel département. Elle est à Kandi, par exemple. On va prendre la psychologue. Le dossier sera envoyé à la psychologue de ce département-là pour la contacter et la prendre en charge. Si elle doit aller à l'hôpital pour les soins, par exemple, nous avons un contrat avec l'hôpital de zone de Kandi qui va pouvoir la prendre en charge. Si elle est une mineure, par exemple, et parce qu'elle est une mineure, c'est la criette qui doit s'occuper puisqu'elle a moins de 13 ans. Pas seulement une mineure, si elle a moins de 13 ans, je vais dire. Donc, si elle a moins de 13 ans, par exemple, je prends le cas d'un viol, par exemple, elle a moins de 13 ans. La juridiction compétente, c'est la criette. D'accord. Okay? Donc, pour qu'elle puisse à chaque fois se déplacer pour venir à la criette qui est à Cotonou, nous mettons en place pour elle, si elle est mineure, et pour un parent accompagnateur, nous mettons en place de quoi se déplacer, de quoi se nourrir et de quoi être hébergée aussi, autant de fois qu'il faut, pour que sereinement, elle puisse se dire, je viens d'une famille vulnérable, mais mes parents ne vont pas encore forcément sortir l'argent pour me faire déplacer. L'Institut est là pour ça. Il était important que nous sachions en fait ces détails-là parce que, comme je l'ai dit, les personnes quand même qui sont éloignées de Cotonou trouvent quand même difficile de faire respecter de leurs droits. Les deux numéros à garder en tête, c'est le 114 114, peu importe le réseau de téléphonie, et l'autre numéro, le 01 51 07 88 88. Dès que vous écrivez sur ce numéro-là, une des réceptionnistes à l'Institut national de la femme vous prend en charge tout de suite. Le dossier m'est remonté. Moi, je regarde la nature de votre plainte et je l'affecte directement aux 2 pôles dont j'ai parlé, donc le pôle assistance aux victimes et le pôle affaires juridiques. Et si vous n'êtes pas à Cotonou, si vous êtes un peu plus dans un autre département, nous mettons en place tout de suite la liaison avec la psychologue de ce département-là pour vous prendre en charge.